Bonjour, nous sommes le vendredi 18 octobre 2019. Aujourd'hui, ma vidéo s'intitulera Trump, virgule, le candidat manchou, point d'interrogation. Et ce sera une vidéo tout à fait curieuse, je n'ai jamais fait ça. Je vais essentiellement vous lire des textes, mais comme la plupart sont en anglais, je les traduirai au fur et à mesure, j'essaierai de rendre mes traductions compréhensibles. Je ferai le minimum de commentaires avant de faire une conclusion et je dirai simplement, je situerai les textes que je vais lire euh, en, vous, en vous expliquant le contexte et je garderai mes commentaires pour la fin. Il faut que vous compreniez cette vidéo de la manière suivante, comme dans les histoires de Sherlock Holmes, au moment où le fameux détective de Baker Street à Marylebone, à Londres, explique à son compère, le docteur Watson, ce qui s'est passé. Et c'est du genre, donc... vous vous souviendrez, mon cher Watson, qu'au moment où nous sommes rendus à Charing Cross Station mercredi, vous avez dû remarquer comme moi que l'entrée de gauche était pratiquement barrée par une charrette des 4 saisons vendant des produits divers venant de la campagne. Mais votre regard a dû être attiré comme le mien par la couleur bleue de la boue qui recouvrait les roues du chariot. Alors, bien entendu, Watson n'a jamais remarqué toutes ces choses tout à fait subtiles, et c'est un exercice de ce type-là que je vous convie. Vous vous souvenez peut-être, si vous n'étiez pas à la plage au mois d'août, que le journal Le Monde a publié mon explication de la disparition de Agatha Christie à la fin des années 20, pendant une dizaine de jours, une disparition qui était considérée comme jusqu'ici inexpliquée. Et ça m'amuse beaucoup de faire ce genre de choses. J'ai été nourri dans mon enfance non seulement par Sherlock Holmes, mais bien entendu par les aventures de Monsieur Dupin, de notre fameux Edgar Allan Poe, le double meurtre de la rue Morgue et la lettre volée. Alors je commence. Alors, le premier texte que je vous lis, que je vous traduis, c'est un extrait de Fire and Fury. Fire and Fury, c'est un livre, ça s'appelle, le sous-titre, c'est une histoire qui se passe à la Maison Blanche. C'est Monsieur Michael Wolff et ça paraît en janvier 2018. Voilà. Et c'est un tell it all, c'est-à-dire on raconte tout. Monsieur Wolff, je vous rappelle, Monsieur Trump l'avait à la bonne parce qu'il l'avait défendu dans une histoire. Monsieur Wolff avait dit oui, non, en fait, dans les deux versions des faits, celle de Trump est bonne. Et donc on lui avait permis de venir à la Maison Blanche et d'être là. Et il avait expliqué qu'il y avait une sorte de renfoncement d'alcôve avec un siège dans un couloir que devaient emprunter tous les gens qui se rendaient au bureau ovale de monsieur Trump, et que quand les gens sortaient, ils disaient ah bonjour, tiens, ça s'est bien passé, et il a écrit son livre comme ça. Son livre a été très critiqué. C'est un livre qui était extrêmement dur. Monsieur Michael Wolff était d'ailleurs convaincu qu'il allait descendre Monsieur Trump rien qu'avec ça. Il avait eu pas mal d'informations de Monsieur Steve Bannon qui, à cette époque, s'était fâché avec Monsieur Trump et avait quitté son rôle de conseiller à la Maison Blanche. Alors, qu'écrit Monsieur... C'est dans les toutes premières pages, je ne vais pas noter, mais c'est dans les pages 26 ou un truc comme ça du livre. Monsieur Wolff écrit la chose suivante. Donc le livre, il s'est écrit à la fin, sans doute 2017, puisque ça paraît en janvier 2018. La théorie était que les Russes avaient piégé Donald Trump lors d'un voyage qu'il avait fait à Moscou en réalisant une machination qui s'apparente à un chantage assez cru qui implique des prostituées et des actes sexuels qui ont été capturés sur vidéo
qui poussait un petit peu les limites de la déviance sexuelle, entre parenthèses, impliquant également des golden showers, intraduisible en français, avec des prostituées et le tout enregistré sur vidéo. La conclusion implicite était qu'un monsieur Trump compromis conspirait avec les Russes pour détourner l'élection présidentielle et qu'on installe en lui à la Maison-Blanche un pantin de Poutine. C'était la théorie qui était défendue dans un rapport écrit par un certain monsieur Steele. Les républicains et les démocrates se sont entre-déchirés sur le fait qu'il fallait ou non accorder crédit à ce rapport de monsieur Steele. Je vous ai souligné au fil des mois que, à part cet épisode-là, dans le rapport de Steele, tous les autres passages se sont vus vérifier l'un après l'autre. Alors, monsieur Wolf fait un résumé de la situation, un sommaire de la situation de la manière suivante. Si ce rapport, si cette théorie de l'escapade à Moscou était vraie, alors la nation se trouvait dans un de ses plus extraordinaires moments dans l'histoire de sa démocratie, dans l'histoire de la démocratie, des relations internationales et du journalisme. Si ce n'était pas vrai, et il était difficile d'imaginer qu'il pourrait y avoir un stade intermédiaire entre les deux opinions, que c'était vrai ou que c'était faux. Dans ce cas-là, si ce n'était pas vrai, cela soutiendrait, cela supporterait la vue, l'opinion qui était celle de Trump et qui était également celle de Bannon, que les médias, que la presse, là aussi dans un développement historique, dramatique, jamais vu dans l'histoire de la démocratie, était à ce point aveuglé par son dégoût et son rejet de M. Trump sur des plans à la fois idéologiques et personnels, que le leader élu démocratiquement serait poursuivi et qu'on essaierait de l'abattre. Donc, ce rapport Steele, dont on ne sait toujours pas s'il est vrai ou faux. Les démocrates n'ont pas dit grand-chose parce que voilà, l'accusation est extrêmement grave. Les républicains ont dit qu'il s'agissait d'un faux. Et la notion de fake news s'est fort développée autour de ce rapport. Monsieur Wolf dit, il y a du coup deux positions possibles. Ceux qui répètent cette histoire sont des gens qui sont convaincus qu'il faut absolument abattre M. Trump par tous les moyens et ils recourront à tous les moyens possibles pour le faire. En particulier, donc, la presse. Quand on dit la presse aux États-Unis, on pense essentiellement à une presse de centre-gauche, disons, reprenant le New York Times, le Washington Post, le New Yorker et un ensemble encore d'autres publications. Voilà, première lecture. Donc, deux possibilités pour l'opinion américaine. Soit imaginer qu'il y a quelque chose de vrai dans ce rapport Steele et le fait que M. Trump est un pantin de la Russie, soit considérer qu'il s'agit d'une mise en cause par des moyens déloyaux du résultat de l'élection présidentielle qu'il a vu arriver au sommet. Là, on était en janvier 2018. Alors là, on passe pas mal de temps, on arrive le 27 mars 2019. Et là, c'est un de mes billets sur mon blog qui s'appelle Trump et compagnie, on n'a encore rien vu ni entendu. On est dans la période où on sait que le rapport Mueller a été déposé et on ne sait encore rien parce qu'on n'a encore rien vu. Il y a simplement cette déclaration de M. William Barr, ministre de la Justice, circulée, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de collusion, il n'y a même pas d'obstruction de justice. Ce qui était, comme on dit en anglais, un anticlimax, c'était
on attendait quelque chose de gros, et tout à coup, on n'a plus rien, on nous dit non, tout ça c'était un rêve. Et on était peu de temps après le fait qu'il y avait une sorte de progression autour de M. Roger Stone. M. Roger Stone, qui était un conseiller, qui était un proche de Trump. Il n'a pas été un conseiller officiel à la Maison-Blanche, mais enfin c'est quelqu'un que M. Trump citait de manière constante. Il avait manifestement de l'information qui lui venait de ce côté-là. Monsieur Stone avait d'abord prétendu qu'il avait rencontré Julian Assange et qu'il avait su à l'avance que des informations compromettantes pour le Parti démocrate seraient révélées. Monsieur Roger Stone avait été arrêté en pleine nuit, enfin pas en pleine nuit, peut-être à 4h ou 5h du matin, de manière assez dramatique, avec beaucoup de policiers dans son jardin, et ainsi de suite. Et on avait dit, mais bon, pour quelqu'un qui a, voilà, à qui on peut reprocher que des peccadilles, tout ça c'est beaucoup. Et à ce moment-là, le FBI avait dit, oui, mais nous avions des informations qu'il allait fuir à l'étranger. Et puis tout à coup, plus rien, plus question de Monsieur Roger Stone. Si ce n'est une accusation extrêmement bizarre que quand M. Stone a dit oui, en fait, je n'ai pas rencontré personnellement M. Assange, j'ai envoyé quelqu'un. Et là, il a dit, j'ai envoyé M. Randy Credico. Voilà. Un journaliste de gauche au départ, devenu essentiellement un complotiste. Monsieur Randy Credico est la personne à qui j'ai confié d'aller rencontrer Monsieur Assange, et c'est lui qui a rencontré Monsieur Assange. Or, dit la police, ce n'est pas Monsieur Credico qui est allé voir Monsieur Assange au nom de Monsieur Roger Stone. Et quand on dit au nom de Monsieur Roger Stone, on voit en arrière-plan un autre personnage à la tête de l'État qui pourrait être la personne qui aurait demandé à Roger Stone qu'on fasse ce genre de choses. Ce n'est pas Randy Credico qui a rencontré Assange, c'est un certain Jérôme Corsi. Voilà. Et donc, on reste avec cette bizarrerie que on accuse M. Stone essentiellement d'avoir caché qui est la personne qui devait aller voir Assange en son nom ou en nom ou non d'une personne classée encore plus haut. Et j'écris moi le 27 mars 2019, donc c'est de cette année-ci, c'est il y a quelques mois, c'est il y a 6 mois. Et comme je le rappelais avant-hier, donc là on était le 25, et Jérôme Corsi, à qui Roger Stone avait confié de rencontrer Julian Assange, alors qu'il a prétendu à la commission permanente du Congrès sur les questions de renseignement que c'était à Randy Credico qu'il avait confié cette mission. Donc ça, c'est une citation de moi-même 2 jours auparavant. J'ajoute ceci, cela peut paraître anecdotique, mais mon sentiment est que si l'on a cessé de parler de collusion, on ne fait que commencer de parler d'espionnage et de compromat. Compromat, c'est donc le mot russe pour compromission. Et quand je dis le mot compromat, je renvoie à cet incident dont parlait M. Michael Wolff qui aurait pu se passer, oui ou non, à Moscou. Il y a une théorie qui circule par ailleurs, d'un certain M. Greg Hunter, qui connaît très très bien les questions de rapport entre M. Trump et la Russie, qui a écrit tout un livre là-dessus, que M. Trump aurait pu être compromis, mais pas à cette époque-là, pas à Moscou, et que ça aurait été en fait à Prague bien des années auparavant. Je vous ai déjà parlé de ça, mais voilà, ça c'est assez incident par rapport à ce que je raconte maintenant. Donc je dis à cette époque-là, au mois de mars, je dis, si le rapport Mueller est un pétard mouillé, c'est parce que une mission lui a été confiée par le ministère de la Justice. Or, dis-je, il reste des choses pendantes qui, elles, relèvent plutôt du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense nationale, des questions de renseignement. Qu'est-ce que je dis ? Je dis, il reste une histoire d'espionnage à raconter. Voilà. Là, on est en mars. Alors, on se rapproche. J'ai pas 1 million, hein, il m'en reste 2. Cette fois-ci, on est en mois d'août. C'est quoi il y a 3 mois. Le reporter de le commentateur
l'éditorialiste de MSNBC, qui est une chaîne de télévision, O'Donnell, se rétracte à propos d'une histoire relative à Trump. Donc ça se passe au mois d'août. Alors, New York, Monsieur Lawrence O'Donnell, mercredi, s'est rétracté sur une histoire à propos de liens supposés entre la Russie et le président Donald Trump à propos de ses finances, et il s'est excusé d'avoir mentionné. C'est comme lui demandait l'avocat de Monsieur Trump. Monsieur O'Donnell a cependant dit qu'il ne sait toujours pas si l'histoire est vraie ou non. 24 heures auparavant, sur la chaîne, Monsieur O'Donnell avait dit qu'une source lui avait raconté que les documents de la Deutsche Bank montraient que les personnes qui avaient signé pour un prêt très important comme étant les co-garants étaient tous des oligarques russes. Monsieur O'Donnell a rapidement émis un tweet disant que c'était une erreur de jugement de sa part d'avoir mentionné cela. Je ne sais toujours pas si l'information est correcte ou non, dit-il, mais le fait est que, une chose est sûre, nous n'étions pas prêts à diffuser cette information. Cette information a été diffusée de manière prématurée et je m'excuse pour cela. Donc ça, c'est au mois d'août. C'est rare. Il est très rare qu'un éditorialiste, un chroniqueur, fasse une déclaration de ce type-là. Parfois, ils sont obligés de dire j'ai transmis une information fausse et je m'en excuse, c'était une erreur, je croyais les gens qui m'avaient raconté ça, etc. Bon, ça arrive. Mais que quelqu'un dit je rétracte, je retire quelque chose parce que c'était pas le bon moment, je ne sais pas si vous êtes aussi Sherlock Holmesien que moi, mais ça apparaît très curieux. C'est-à-dire qu'il refuse de dire que c'est faux. Il dit que c'était pas le bon moment d'en parler. Pourquoi dit-il c'était pas le bon moment d'en parler? À mon avis, parce que quelqu'un lui a dit c'était pas le bon moment d'en parler. C'était pas Trump, mais ça devait être quelqu'un du côté de ce que les Trumpistes appellent le Deep State, c'est-à-dire, en fait, que moi j'appelle simplement voilà, l'organisation d'État, les institutions, l'administration, des gens qui lui ont dit on va parler de ça, mais c'est pas le moment, ça viendra plus tard. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prépare quelque chose, comme cette déclaration de lanceurs d'alerte qui, je voulais faire remarquer, il y a deux sortes de lanceurs d'alerte. Il y a ceux qu'on arrête tout de suite, qu'on met en prison, dont on casse la carrière, qui sont obligés de fuir, aller se cacher à Moscou ou ailleurs. Et puis il y a les lanceurs d'alerte qui sont fêtés, comme celui des Panama Papers, dont M. Hollande dit c'est formidable quand même. Et là aussi aux États-Unis, pas les amis de Trump, mais les autres disent oui, bah voilà, etc. C'est-à-dire qu'il y a des choses de l'ordre, et je l'ai dit tout de suite quand j'ai vu la lettre du lanceur d'alerte à propos donc de cette conversation que M. Trump avait eue avec le président d'Ukraine, j'ai dit ça ressemble à un travail d'équipe et pas un travail d'une personne. Bon, et je vous dis, moi je ne crois pas à cette histoire de Deep State, je vous l'ai répété 1 million de fois, si le Deep State existait aux États-Unis, ça fait longtemps, même si M. Trump serait jamais même devenu candidat, on l'aurait éliminé avant, et une fois qu'il aurait été au pouvoir, on le serait débarrassé rapidement de lui, et quand M. Wolf
sort un bouquin absolument compromettant en janvier 2018, il se serait passé autre chose que ce qui s'est passé, c'est-à-dire absolument rien. Il y aurait des choses beaucoup plus sérieuses dans le rapport de Monsieur Muller. Donc le deep state n'existe pas, mais il y a des institutions d'État, il y a une constitution, une constitution qui prévoit dans son article 25 qu'on peut se débarrasser du président s'il est inapte à assurer sa fonction, qui définit la procédure de impeachment qui permet de le retirer, qui date, j'ai appris ça hier, de 1367. En fait, ça a été inventé par des Anglais en 1367, je reviendrai là-dessus. S'il y avait Deep State, M. Trump ne serait pas là depuis très longtemps. Mais il y a des institutions, il y a des gens qui résistent, il y a des contre-pouvoirs qui fonctionnent. Bon, il me reste une chose. Avec ces deux petits documents. Une des personnes qui est un soutien inconditionnel de M. Trump, c'est M. Lindsey Graham. M. Lindsey Graham avait émis des opinions assez défavorables sur M. Trump au moment de sa campagne dans les primaires. Une fois qu'il est devenu président, il a été un soutien absolument inconditionnel. Absolument inconditionnel. Il approuve tout, il est d'accord sur tout, il justifie, c'est pas un imbécile, M. Lindsey Graham, il justifie absolument tous les actes de M. Trump. Ceci jusqu'à récemment. Quand M. Trump a décidé de retirer des troupes américaines du nord de la Syrie, M. Lindsey Graham s'est déchaîné. Il a envoyé en particulier un tweet. Il en a parlé au moment même. J'ai cité ça quand il a dit, on lui a demandé est-ce que ça pourrait être pour Trump l'équivalent du Vietnam, et il a répondu non, c'est pire. Voilà, ça c'était, je dirais, autour du 10 octobre. Je n'ai pas de citation de ça. Je vous cite un truc, c'est un tweet, pour même vous le montrer. Voilà, c'est un tweet, ça ressemble à un tweet. C'est un tweet de Monsieur Lindsey Graham, et ça c'est du 16, c'est-à-dire de avant-hier. Vous voyez, on se rapproche. Monsieur Lindsey Graham dit dans son tweet du 16 « J'espère que le président a raison dans sa croyance que l'invasion par la Turquie de la Syrie ne nous concerne, nous, en tant que nation, absolument pas. Que le fait d'abandonner les Kurdes à leur sort ne viendra pas nous hanter, que Daesh ne va pas ressusciter et que l'Iran n'ira pas remplir le vide que M. Trump a créé par sa décision. » Et il ajoute un peu plus tard, dans la même journée, cependant, je crois fermement que si le président Trump continue de faire des déclarations de ce type-là, il y aura un désastre pire que celui que produit par la décision du président Obama de quitter l'Irak. C'est-à-dire que monsieur Lindsey Graham, qui était un soutien inconditionnel de Trump, là dit non, là c'est trop. Et dans le vote qui a eu lieu, ça devait être le même jour, il y a 2 jours, au Parlement américain, quand il y a eu un vote, je me suis trompé un peu dans les chiffres l'autre jour, mais c'est de l'ordre de 350 pour la motion bipartite et 60 contre. Les 2 tiers des membres républicains du Congrès ont voté la notion commune qui, je vous le rappelle, demandait à M. Trump de renverser sa décision, d'assurer les Kurdes de leur soutien, qu'on allait mettre en place une politique claire pour empêcher la résurrection de Daesh, etc. Et une des personnes, fer de lance de cet accord bipartite, a été précisément M. Lindsey Graham. Alors maintenant, on arrive à mon dernier document. C'est daté de hier, du 17 octobre. Ça a été publié par l'agence AP, Associated Press. Ne sont-ils plus des petits camarades des partenaires de golf?
Monsieur Trump et Monsieur Graham se trouvent maintenant à des pôles opposés à propos de la Syrie. Citation de Monsieur Graham, donc dans la journée d'hier. L'impeachment, ce n'est pas une question de punir. L'impeachment, c'est nettoyer une fonction. L'impeachment, c'est restaurer l'honneur et l'intégrité de cette fonction. Et il termine en disant ceci à propos de M. Trump. Je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour l'aider, mais je vais devenir aussi le pire cauchemar de M. Trump. Je vous dis ça en anglais. I will do anything I can to help him, but I will also become President Trump's worst nightmare. Je vais devenir son cauchemar, son pire cauchemar. Qu'est-ce que ça veut dire à mon sens? Bon, ma conclusion, elle est là. Je me tourne vers vous comme Sherlock vis-à-vis de Dr. Watson. J'ai le sentiment, dans cette phrase, je vais lui devenir son pire cauchemar, j'ai le sentiment que M. Lindsey Graham et peut-être avec lui 2/3 du Parti républicain sont désormais convaincus que M. Trump est effectivement un pantin du Kremlin. C'était une hypothèse, c'était le pire cauchemar du Parti républicain. Si ça avait été vrai, on verrait quelque chose qui est de l'ordre de cette histoire du candidat Manchou. Qu'est-ce que c'est le candidat Manchou? C'est un roman de Richard Condon, qui est un romancier américain, publié en 1959. Il a été accusé de plagiat. On a dit qu'il a repris des passages anciens d'un livre sur la Rome antique, I Claudius de Robert Graves, un roman de 1934 que vous connaissez peut-être parce qu'on en a fait des très très belles séries, une très belle série télévisée à propos de ça. Toujours est-il que l'histoire c'est la suivante. Des prisonniers américains en Corée du Nord, lors de la guerre de Corée, subissent un lavage de cerveau. Et si vous regardez sur Wikipédia, ça s'est passé effectivement, ou en tout cas, si on n'appelle pas ça lavage de cerveau, il y a eu des transfuges, il y a eu un nombre, vous regardez les chiffres, je crois que c'est de l'ordre d'une trentaine d'Américains qui sont restés là-bas, soldats américains, qui se sont déclarés communistes par la suite. Il y en a qui sont rentrés aux États-Unis et qu'on a accusés de travailler comme espions pour l'Irlande du Nord. Donc il y a un certain nombre d'Américains qui ont pris parti pour la Corée du Nord à la suite d'avoir été prisonniers. Et l'histoire du roman, c'est la chose suivante, c'est que l'un d'entre eux, revenu donc de Corée du Nord, ancien prisonnier, va tuer le président des États-Unis pour permettre à un pantin de la Russie de devenir un président des États-Unis. Alors, le premier film, il y en a deux, un film splendide de John Frankenheimer avec Frank Sinatra et Angela Lansbury et dans le rôle de la mère du personnage joué par Lawrence Harvey, qui est le troisième grand acteur, un film qui n'a eu aucun succès, parce que l'histoire en fait en réalité est évidemment très compliquée. Je vois une très belle pie qui me distrait sur la branche devant moi. Et donc un film qui a eu aucun succès, un film que pour une raison curieuse, Frank Sinatra, dont il a racheté tous les droits et qui a empêché sa diffusion par la suite, Frank Sinatra, qu'on a soupçonné parfois de certaines relations pas très catholiques, ou alors trop catholiques si on veut. Il y a une nouvelle version. Je me souviens de Meryl Streep dans le rôle de la mère de l'assassin. Et je crois que c'est Will Smith dans le rôle principal. Une histoire de ce type-là. Donc, je termine là-dessus. Mon sentiment, c'est que Monsieur Lindsey Graham et tout mon petit document visait à arriver jusque-là. C'est convaincu maintenant que qu'il y a
quelque chose de l'ordre, sinon du compromat, qu'il y a en tout cas quelque chose qui suggère que M. Trump travaille essentiellement pour la Russie. Pourquoi? Parce que ces mesures qu'il a prises par rapport au nord de la Syrie ont résulté dans les jours récents simplement au remplacement purement et simplement des troupes d'une certaine influence américaine dans le nord de la Syrie par un renversement d'alliance bien sûr des Kurdes qui se sont vus trahis et qui ont un accord maintenant avec Bachar el-Assad et avec les Russes et le remplacement, l'élimination totale d'une influence de l'alliance autour des États-Unis dans le nord de la Syrie. Voilà ma conclusion. Il y aura encore des choses à dire. C'est un petit peu une manière, je dirais, de terminer une période. Je ne crois pas qu'il y aura un quatrième tome à mes recherches, à mes commentaires sur. Il y aura un quatrième tome, mais je crois que ce sera le dernier dans mes recherches sur Trump. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait, c'est effectivement, dans cette histoire, dans le premier volume, dans le premier tome vient de paraître, c'est un truc un peu à la Sherlock Holmes. Les gens qui vont venir maintenant, ce sont des gens qui vont faire un bilan, qui vont faire une analyse a posteriori de ce qui s'est passé. Ce que moi j'ai fait, bien entendu, c'est une recherche comme sur la disparition d'Agatha Christie au jour le jour, en essayant d'avancer mes analyses, dont je vous ai fait remarquer à différentes époques elles ont toujours précédé d'au moins 24 heures celles que je voyais apparaître aux États-Unis et dans certains cas de plusieurs mois, de plusieurs années. J'espère que certains qui liront ce premier tome se diront il écrit ça en 2015, il y a 4 ans, et vous pouvez aller voir sur le blog, vous pourrez vérifier que tout ça, parce que c'est essentiellement des billets du blog qui se trouvent là, avec des commentaires ajoutés entre les billets, mais tout ça a bien été dit à l'époque sur le blog. Voilà, merci, à bientôt.